Voilà, donc d'abord, Alice et Léonore, je voulais vous remercier de participer à cette première édition du Lab Expat. C'est une initiative que j'ai voulu justement créer pour créer un peu plus d'interaction entre les membres de ce groupe-là, que j'ai créé en fait, j'ai regardé hier pour voir en fait quelle était la jeunesse de ce groupe-là. J'ai commencé ce groupe en 2009, donc ça fait déjà 16 ans. L'idée étant que, vu que je suis moi-même juriste expatrié depuis 30 ans, c'était à l'origine très égoïste. C'était de me dire, je suis dans un nouveau pays, j'ai très peu de contacts, je ne sais pas trop comment commencer à me positionner comme juriste. Et donc, j'ai voulu créer un groupe qui permette justement à tous ces juristes qui sont répartis à travers le monde, mais qui sont de formation universitaire française, de se retrouver dans un même écosystème et d'échanger sur leur expérience entre eux, se conseiller, etc. Sachant que LinkedIn, les juristes d'entreprise ne sont pas forcément les plus actifs sur LinkedIn. Et donc, je voulais justement créer un petit peu ce buzz autour de ça. Donc, aujourd'hui, on a un groupe qui a plus de 700 personnes qui sont inscrites. Il y a 14 sous-groupes régionaux à travers le monde. Donc, certains ont des managers régionaux. Et, euh, et donc voilà, donc le groupe, c'était vraiment pour ça. Et donc j'encourage effectivement les juristes qui font partie de ce groupe-là à en parler autour d'eux, puisque plus on est, mieux c'est pour échanger. Et effectivement, j'avais créé il y a quelque temps en fait, des versions un peu Facebook de ça en me disant que ça allait créer davantage d'interactivité dans l'instant même, puisque LinkedIn, c'est toujours plus compliqué pour échanger live, etc. Mais donc voilà, le but, c'est vraiment de créer cette communauté entre nous. Et donc le Lab Expat, c'était cette première expérience permettant de partager ces parcours avec certains des membres du groupe. Alors peut-être pour commencer, si ça ne vous dérange pas, Alice et Eleonore, je le fais alphabétiquement, si vous pouviez peut-être vous présenter. Euh, en expliquant un petit peu quel est ton parcours, quelle est ton expérience. Et puis après, on passera à toi, Eleonore, si ça ne dérange pas. Merci Stéphane et merci pour cette belle initiative. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est Alice. Je suis originaire de La Ciotat, une petite ville du sud de la France, à côté de Marseille. J'ai grandi là-bas. J'ai fait d'abord mes études de droit à Aix-en-Provence et ensuite je suis venue faire un LLM aux États-Unis. Je suis admise au barreau de New York et de Californie. Je suis aux USA depuis pratiquement 25 ans. Et cela fait 6 ans maintenant que je suis en poste de Global Chief Privacy Officer à Paramount Global. Et avant ça, j'ai eu plusieurs positions dans le département légal à Paramount, à CBS, à Viacom CBS, et plus récemment, avec la fusion de Skydance, on est désormais Paramount Skydance. Donc, en tant que Chief Privacy Officer à Paramount, je m'occupe de toute la stratégie globale de la protection des données personnelles pour toute l'organisation. Je m'assure que Paramount respecte les lois et les réglementations en ce qui concerne la conformité en matière de confidentialité de données personnelles. Voilà. Merci, Alice. Éléonore? Alors, un parcours similaire, mais plutôt dans le nord. Donc, j'étais à Paris, j'ai fait mes études à Nanterre. Et ensuite, je suis partie en Californie. J'ai passé mon barreau à New York. Et donc, j'ai mon barreau à New York et mon barreau en Angleterre. J'ai travaillé en Californie et ensuite, le marché s'est effondré. Donc, on est tous rentrés. On a fait San Francisco, New York et ensuite New York. New York, Paris. Je suis à Londres depuis 2002 et en fait dans les médias depuis 2002. Donc j'ai commencé par IPIT et ensuite Pure Media depuis 2002 et j'ai fait Time Warner, Viacom et BBC Studio. Donc BBC Studio est la branche commerciale de BBC Public Service. Je suis EVP and Associate General Counsel, donc je m'occupe de tout ce qui est vente de contenu, donc lancement de chaîne, joint venture à l'international, euh, tout ce qui est brands and licensing, donc that includes licensing and merchandising.
J'ai une équipe, on doit être à peu près une cinquantaine de juristes dans le monde. Aux US, on a New York et LA. Sinon, the usual, donc Asie-Pacifique, MEA, et à Londres, la plus grosse équipe de juristes. C'est une équipe complètement internationale avec des avocats qui sont qualifiés dans plusieurs juridictions et surtout qui peuvent parler plusieurs langues. Et voilà, donc ça fait voilà, depuis 2002 à Londres et Studios 2013. Très bien. Merci beaucoup. On a plusieurs choses en commun. D'abord, vous êtes toutes les deux dans les médias, donc ça c'est intéressant. Vous êtes toutes les deux originaires de, comme nous tous, de formation civiliste. Vous exercez toutes les deux dans des pays de common law. J'avais une question en fait, peut-être préalable, à savoir, est-ce que vous aviez eu déjà l'expérience en tant que juriste d'entreprise en France, où vous n'avez eu que vous êtes parti d'emblée faire votre formation et ensuite vous avez commencé votre carrière en fait en dehors de France? Alors moi, Stéphane, je n'ai jamais travaillé en France. Je suis partie, j'étais encore étudiante. Je venais de finir ma maîtrise à l'Université de droit d'Aix-en-Provence. Donc j'ai vraiment commencé ma carrière ici aux États-Unis. Donc absolument aucun recul sur la pratique du droit en France. D'accord, merci. Et toi, Eleonore? Alors j'ai tenu une année en France. J'ai j'ai travaillé pour donc c'était à mon retour des États-Unis. J'ai fait un an en France chez Vivendi et c'était une plateforme de jeux et j'ai adoré en fait. C'était vraiment la différence entre in-house et private practice. On est vraiment on vit avec nos clients en interne 24/7. En plus c'était un groupe assez jeune donc les horaires étaient un peu décalés. On était tous très jeunes, donc les horaires étaient très décalés. Et en fait, la filiale avait un bureau à Londres et j'ai organisé mon transfert de Paris à Londres puisque je voulais retourner dans un milieu anglo-saxon. D'accord, bah, donc merci. Bah, à défaut donc d'expérience proprement parlée euh, importante en France, est-ce que vous pensez votre formation, pour le coup en tant que juriste civiliste venant du droit français, parce que c'est un peu le tronc commun de tous les juristes de ce groupe, vous a aidé ou quelque part vous a préparé en fait à une expérience non seulement en dehors de France, mais en plus dans des pays de common law qui sont d'une culture juridique complètement différente? Alice peut-être, oui. Ah, alors, cette question est très intéressante parce que moi, au départ de ma carrière, ça a été plutôt un handicap. Ah, parce que quand je suis arrivée ici, ben justement, j'avais pas du tout de formation anglo-saxonne. Donc, ça a été difficile de s'adapter à la culture de droit américaine. Et au tout départ, j'ai pas eu l'opportunité de trouver un travail qui avait un aspect global ou international. Donc au tout départ, c'était plus un désavantage, je dirais. Par contre, très tôt dans ma carrière, dès que je suis passée d'un cabinet d'avocats qui était très national à une entreprise en tant que juriste interne, justement, là, mon premier travail en interne a été obtenu grâce au fait que j'avais une connaissance du droit civil et du droit européen, parce que mon tout premier poste in-house, c'était justement pour s'occuper de contrats commerciaux avec l'Europe. Donc c'est vraiment mon profil européen qui m'a permis d'avoir ce premier travail. Ensuite, j'ai travaillé après ce poste-là plutôt dans un contexte de droit anglo-saxon. Donc là aussi, c'est encore devenu un petit peu un désavantage parce que même si j'avais un barreau américain, c'est vrai que les gens ne savent pas trop exactement où vous mettre ou comprendre ce que vous pouvez faire. Par contre, encore une fois, plus tard, ça a été un avantage puisque dès que j'ai commencé à être promue et à avoir des rôles un peu plus importants, ça a toujours eu un aspect global et justement ma connaissance de droit civil, droit français, droit européen, la faculté de parler plusieurs langues a vraiment été ma force et m'a promis d'avoir des postes avec beaucoup plus de visibilité. Très bien, super, merci. Eleonore? Alors c'est un petit peu similaire en ce sens que déjà je pense que la formation française est intéressante parce qu'elle est extrêmement rigoureuse. Donc il y a la rigueur à l'université parce que si on n'est pas rigoureux, on lâche. Et donc, je trouve que ça m'a beaucoup servi en termes de training.
Après, mes postes, que ce soit le premier poste aux US ou le premier poste à Londres, euh, il y avait un angle français qui m'a permis d'avoir le premier. C'était aux États-Unis. Il y avait un problème de droit des brevets entre une compagnie française et une compagnie américaine. Ils cherchaient une française, donc voilà. Euh, donc ça a été mon entrée aux US. Pareil à Londres, c'est-à-dire qu'à Londres, quand j'ai commencé chez Time Warner, ils avaient un bureau français, mais qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Euh, et donc j'ai commencé à m'investir, mais en fait c'était toujours conserver l'aspect français, mais pas uniquement français. Français, c'était je vais régler le problème qui est lié à la France, mais by the way, je peux aussi faire de l'international. Et pareil que toi, Alice, c'est-à-dire la connaissance d'autres langues, en l'occurrence pour moi c'était l'espagnol et l'allemand aussi, est une réelle force. Quand il s'agit de négocier, je trouve que manager une équipe à l'international en ne venant pas du pays, donc moi, en tant que Française à Londres, qui manage une équipe internationale ou qui négocie à l'étranger, quand les personnes avec lesquelles je négocie, leur anglais n'est pas forcément bon, ou à l'écrit ou à l'oral, euh, il y a toujours un moment où peut-être la façon de briser la glace, c'est de dire I'm not a native speaker, moi non plus. Donc on est entre nous et j'ai trouvé que ce soit mes négos en Allemagne, en Inde, en Afrique du Sud, où il y a toujours il y a un plaisir à négocier avec quelqu'un qui est un peu comme vous, c'est-à-dire différent. Et vos équipes, enfin moi je trouve que mon équipe, ça les motive également. Et puis c'est inspiring parce que il se dit voilà, je peux continuer à progresser, je peux avoir un poste à responsabilité, je peux gérer une équipe globale tout en n'étant pas, alors pour Alice, Native American ou pour moi, Native British. Et je trouve c'est vraiment motivant pour les équipes, à la fois qu'on manage, mais pour les autres personnes dans l'entreprise qui parfois, en fait, on s'en rend pas compte. Mais je suis sûre, Alice, que tu as ça où tu as des gens qui te voient et qui te disent, qui pensent, oh, moi aussi, je pourrais faire ça. Et ça, c'est vraiment motivant. Et en tout cas, moi, ça m'inspire à toujours vouloir faire de mon mieux et d'être vraiment un exemple parce que c'est pas facile de toute façon de quitter de quitter la France, de quitter son moule, c'est pas évident. Euh, donc ça a toujours été le côté français m'a aidé à rentrer, mais après très rapidement j'ai fait comme toi Alice, c'est-à-dire j'ai commencé à regarder voilà quelle est l'équipe globale, quel est le global remit que je pourrais avoir et quel est mon je mélange beaucoup mais quel est mon added value. Mm. Alors, c'est intéressant. Moi, quand j'ai pour une petite expérience, quand j'étais en Angleterre, j'avais une grosse équipe que je manageais, j'avais une trentaine de personnes. Et c'est vrai que français à manager une équipe anglaise, c'était intéressant culturellement, puisqu'effectivement, j'avais dans mes équipes des gens qui, au début, en fait, venaient vraiment du sérail local, donc ils étaient vraiment des juristes anglais. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, quand je recrutais pour mes équipes, j'avais plus d'expérience, en fait, en tant qu'avocat anglais que eux l'avaient, puisqu'ils sortaient à peine de l'université, alors que j'étais moi-même d'un pays étranger. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir à manager des équipes comme ça internationales. Donc voilà, moi je trouve que c'est toujours très formateur et c'est vrai que souvent on se retrouve dans des endroits comme l'Angleterre ou les États-Unis où on a des équipes qui sont pluriculturelles de plusieurs pays et donc avoir cette sensibilité pour comprendre les différentes cultures est très très important qu'on veut réussir à l'international, je pense. Et je dirais aussi, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que quand on a débuté parce que moi, je me souviens, il y avait encore, enfin, aux États-Unis, tout était très anglais, tout était vraiment, enfin, c'était vraiment basé sur une culture d'entreprise américaine. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de départements légaux vraiment internationaux. Le monde est plus international et plus global en soi. Donc, j'ai l'impression que c'est plus facile aujourd'hui de se vendre à l'international avec un background comme le nôtre, multiculturel, que ça l'était quand moi je suis arrivée aux États-Unis. Et il y a beaucoup plus de gens comme nous. Moi, je suis vraiment surprise de voir le nombre de juristes français ou internationaux qui ont des barreaux de plusieurs juridictions. Bien. Euh, j'ai pas Fallait je pas me à souviens l'époque. pas, ouais, c'est vrai, hein, c'est beaucoup plus qu'avant, donc je pense que c'est encore plus facile aujourd'hui. C'est des profils qui sont encore plus recherchés
qu'il y a 25 ans. C'est sûr. En fait, j'avais lu une statistique récente disant que sur New York, 38% des New-Yorkais ne sont pas nés aux États-Unis. Du tout. Et moi, quand j'étais en fait en LLM, je sais pas si c'était votre expérience aussi à New York, la classe des LLM était plus importante que la classe des JD. On était plus de 400 et la classe des JD était 300. Donc il y a de plus en plus, effectivement, c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Donc c'est intéressant de voir ça. C'est effectivement, entre guillemets, la formation des juristes, la fabrication des juristes aujourd'hui est beaucoup plus internationale qu'elle a pu l'être au début quand nous. Absolument, et je pense que ça va, ça va continuer en simplifiant. Et Alors, je tu le voulais vois aussi au niveau des formations, excuse-moi Stéphane, mais quand tu regardes les formations en droit maintenant, enfin à l'époque c'était très compliqué de trouver des formations anglo-américaines ou enfin franco-américaines, franco-anglaises. Là maintenant, toutes les universités le proposent. ouais, Même une petite université perdue au fin fond de l'Angleterre va te proposer un an à Paris, Panthéon-Sorbonne. Donc il y a vraiment toutes ces options. Il y a quand même quelque chose qui est très important. Je pense que quand tu vas à l'étranger en tant que juriste, tu travailles doublement parce que c'est quand même pas évident d'exporter le droit. Et donc, je pense que quand on a commencé, mais maintenant, je les vois, c'est presque comme si tu avais quelqu'un qui finalement est anglais ou américain et qui pense que voilà, il y a quelque chose est dû. Et puis, tu vas avoir le juriste français qui débarque à New York ou qui débarque à Londres et qui va se dire, alors moi, je sais que ça va être plus compliqué. Il va vraiment falloir que je me batte et du coup, redoubler d'efforts, redoubler de travail. Et tout ça, ça paye à un moment. Euh, et je pense que c'est tout ce travail qui est fourni au début en amont, qui à un moment fait que tu as pas mal de personnes qui ont des responsabilités et qui managent, comme tu l'as fait en Angleterre, des équipes de juristes anglais. C'est le sens de, voilà, je dois être meilleur parce que je pars avec un petit handicap. Voilà. ouais, absolument. En fait, une question que j'avais, c'est qu'effectivement, dans ce groupe-là, il y a beaucoup de juristes qui sont jeunes, qui sont juniors, qui commencent à peine. Et en fait, la question qu'on se pose toujours, c'est comment obtenir ce premier job à l'international? Est-ce que on espère le trouver en France en espérant que la société vous envoie à l'international? Est-ce que quelque part, si on veut vraiment se retrouver d'emblée à l'international, de postuler directement sur place? Est-ce qu'on passe par un recruteur? Est-ce qu'on contacte directement? Et même si les techniques de recrutement ont changé, hein, parce que je pense que quand nous, on avait cherché le travail à l'époque, c'était pas comme ça l'est aujourd'hui. Les réseaux n'étaient pas aussi développés, les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que vous recommandez? Quelle est d'abord votre propre expérience pour trouver ce premier job à l'international? Et qu'est-ce que vous recommanderiez pour des jeunes juristes qui se développent à l'international ou qui souhaitent se développer? Alors, aux États-Unis, c'est un peu compliqué de répondre à cette question au jour d'aujourd'hui parce que je pense que c'est de plus en plus difficile de s'exporter. Mais ça, c'est plus par rapport au fait que c'est difficile d'avoir des visas. Mais je dirais mais même avant, je pense que l'exportation en gros cabinet international de Paris à New York, je dirais que c'est plus facile que de postuler aveuglement dans une compagnie américaine en venant avec un bagage français. Et ça, c'est parce que si tu postules pour un poste uniquement américain ou new-yorkais, tu vas être en compétition en fait avec des personnes qui ont le profil commun ici aux États-Unis. Donc, je dirais que à mon époque, quand j'ai commencé et aujourd'hui, je favoriserais peut-être plus un groupe international en Europe avec un profil qui peut s'exporter de là-bas. euh, Par rapport à postuler pour des postes ici. Ou alors, il faut vraiment viser des postes qui cherchent ce profil-là. Je pense que si tu es en compétition avec des postes juste nationaux pour New York, la compétition est assez importante. Donc, soit favoriser l'exportation d'un cabinet ou d'un groupe international d'Europe aux États-Unis, ou vraiment viser des postes qui cherchent un profil de juriste multiculturel. C'est Léonore? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Alice. Surtout post-Brexit et puis avec les nouvelles règles d'immigration aux US, c'est un peu plus compliqué. Il y a certains recruteurs qui sont spécialisés à l'international. Alors évidemment, quand on est plus junior, c'est moins,
c'est moins évident parce qu'il n'y a pas l'expérience que l'on peut vendre, hein, surtout quand on commence. Euh, Quand je suis rentrée des États-Unis et que je savais que je voulais repartir, je ne savais pas que ça allait être Londres, mais je savais que j'allais repartir. Je savais très bien que je ne voulais pas bosser ni pour un cabinet franco-français, ni pour une entreprise franco-française. Ça devait être une entreprise ou un cabinet qui avait un bureau, alors à l'époque New York ou enfin surtout US. Euh, et alors ce que j'ai fait, c'est j'ai rejoint Vivendi, mais donc c'était une filiale américaine Flipside. Et alors j'ai été tellement motivée pour retourner quelque part ailleurs qu'en France que j'ai trouvé à l'époque tout ce qui était betting and gambling n'était pas autorisé en France, mais c'était autorisé en Angleterre. Et donc en plus de mon boulot de juriste, j'ai développé une activité qui était vraiment très centrée sur le UK. Et à un D'accord, moment, je leur ai dit, en fait, ça serait plus simple si j'étais basée à Londres pour le faire. d'accord. Et donc voilà, c'est Intéressant. c'est un peu plus compliqué, mais ça n'est pas du tout impossible. Et puis, il faut pas, les cabinets d'avocats sont très intéressants parce que les cabinets d'avocats ont ont leurs antennes un peu partout, mais ils ont aussi des clients. Donc, on peut commencer dans un cabinet d'avocat, être envoyé en secondment chez un client qui est international et ensuite, voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais c'est surtout pas impossible. D'accord. C'est ça qui est très important. La question que j'avais, c'est qu'en fait, bon, quand on vient de France, en fait, comme vous le savez, les juristes en entreprise en France ne sont pas avocats. Soit ils ont eu l'obligation de se faire au maître, soit qu'ils ne sont jamais passés par la case avocat. Quand on arrive dans des pays à l'étranger, alors surtout dans des pays anglo-saxons où il n'y a pas de distinction entre les deux, est-ce que vous estimez qu'en termes de positionnement, c'était important ou c'est presque la condition sine qua non d'obtenir un barreau ou une qualification dans ce pays-là pour pouvoir se positionner en entreprise? Je sais qu'il y a beaucoup de juristes d'entreprise qui, venant de France, n'ayant pas été avocats, et souhaitent travailler en entreprise ont un peu ce problème d'explication de positionnement puisqu'ils ne sont pas passés par cette case-là, et alors que tous les autres, les juristes d'entreprise locaux, eux-mêmes sont avocats de formation. Est-ce que vous avez senti du coup ce besoin-là et du fait que vous soyez toutes les deux qualifiées, est-ce que vous avez vu clairement que ça a ouvert des portes par rapport à ça en termes de compétitivité sur le marché? Absolument. Alors là, pour moi, ça, c'est catégorique. Je le dis beaucoup. Faire une carrière de juriste, surtout dans les grandes métropoles, New York, LA, sans barreau américain, il n'y a pas d'équivalent, ils ne comprennent pas. Donc, vous êtes sur la notion de paralégal ou de clerc. Déjà, il y a une énormité de différence au niveau salaire. Donc en fait, vous faites le boulot, vous n'êtes pas reconnu socialement dans l'entreprise. Il n'y a pas d'équivalent en fait. Ça, c'est très important de comprendre. Je parle vraiment que pour les États-Unis. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous pouvez trouver dans un contexte international, dans une équipe internationale, vous êtes basé à New York. Mais si vous voulez pratiquer en tant que juriste à New York ou ailleurs aux États-Unis, sans barreau, c'est pas possible déontologiquement. Donc, c'est vraiment, oui, ma réponse est oui, catégoriquement. Le conseil est de absolument avoir un barreau américain pour travailler aux États-Unis en tant que juriste ou avocat. Oui, absolument. Alors après, ce que j'ai fait aussi beaucoup, c'est expliquer aux étudiants français comment étudier pour le barreau américain. Parce que il n'est pas évident que ce soit pour un Français ou un Allemand qui a l'habitude de rédiger des pages et des pages. Il y a vraiment une technique. Et ça n'a rien à voir avec est-ce que vous êtes intelligent ou pas. C'est vraiment qu'est-ce qu'ils attendent de nous, quel est le format de l'examen et comment réviser quand les livres arrivent chez vous et qui sont énormes. Euh, Parce que vraiment, ça peut être un peu daunting pour un candidat, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, avec Alice, hein, sans barreau, aux US, c'est pas possible. C'est la même chose en Angleterre, hein. C'est la même chose en Angleterre. J'ai vu des juristes françaises être moins bien payées parce que elles débarquaient de Paris euh, sans, euh, sans, sans barreau. Donc, il y a vraiment
c'est que second class citizen, right? Until you've got it. Il faut toujours que tu t'expliques. Je les voyais s'expliquer et c'est tellement ennuyeux pour elles de devoir s'expliquer pour de ne pas l'avoir. Ce qu'il y a de bien à Londres, c'est vraiment très important, c'est qu'il y a, je crois que c'est un des pays où il y a tellement de façons de qualify. Donc il y a le barreau, mais il y a aussi Silex, il y a plein de façons de qualify as a lawyer tout en travaillant. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, on peut commencer comme paralegal via ces différentes routes de qualification, continuer à travailler, être payé. Et puis, à un moment, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, on a le barreau anglais. Donc, il n'y a pas d'excuse. Le seul problème, c'est post-Brexit, le visa. Ouais, Ouais. c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je sais que j'avais fait il y a quelques années pour l'American Bar Association et que j'essayais justement de faire, de promouvoir la reconnaissance des juristes d'entreprise français non avocats pour les besoins de la licence de juriste d'entreprise en fait aux États-Unis. Euh, J'avais parcouru tous les États américains pour aller voir les législatures pour essayer de faire passer ça. Finalement, c'était adopté à l'époque par les billets à l'unanimité de tous les États. Mais en fait, la question ce que j'ai pu faire comme inventaire à l'époque, c'est de voir que 74% des juridictions du monde, 74% des juridictions, soit les juristes d'entreprise n'avaient pas le droit d'être avocats, inscrits à un barreau, soit n'avaient pas besoin de rester avocats pendant notre... Et donc, tous les pays, notamment beaucoup de pays civilistes, toute l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, à part l'Irlande, l'Angleterre, etc., c'est vrai, ce sont des pays, en fait, où il y a clairement une distinction entre les deux. Mais c'est vrai que quand on va dans des pays qui ne font pas cette distinction-là, c'est plus compliqué, justement, de se positionner parce que eux n'ont pas cette expérience, justement, qu'on voit dans les autres pays. Un autre point pour rebondir à ce que tu expliquais, rebondir sur ce que tu expliquais, Léonore, c'est la formation à l'américaine. Au-delà du barreau et les QCM, qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on vient de France, etc. Donc ça, c'est toute une éducation. C'est vrai que la méthode socratique d'enseignement qu'on a dans les universités américaines, notamment, sur ce questionnement, le fait qu'on ne va pas en cours pour apprendre le droit, on l'apprend en amont et on vient débattre, etc. C'est aussi quelque chose qui, quand on arrive comme juriste étranger, on n'a pas forcément cette expérience. Donc c'est intéressant c'est un apprentissage, vraiment en tant que tel. Et je pense que tu es encore plus, on va parler du retour peut-être à un moment, mais quand tu rentres et que tu as cette double expérience, c'est-à-dire la rigueur de l'enseignement français, plus on t'a appris à réfléchir hein, quand tu vas à l'université, que ce soit à Londres ou aux US, où tu lis tes cas et ensuite on te demande d'expliquer si tu es d'accord avec la décision du juge ou pas. Est-ce qu'on ne te demandera pas en amphithéâtre de 700 étudiants Sûr. la combinaison des deux, je trouve, est extrêmement séduisante à la fois pour les cabinets, mais pour les entreprises quand et si tu souhaites rentrer. Ouais. Absolument. Non, non, je pense que c'est vraiment formateur et moi qui enseigne, je pense que toi aussi, Eleonore, tu enseignes aussi un petit peu. C'est vrai que c'est intéressant quand on rentre en France, parce que même si effectivement il y a de plus en plus de formations, comme tu dis, internationales partout, le type d'enseignement qu'on a en France reste un enseignement très traditionnel à la française. Et donc, c'est intéressant de confronter ces perspectives quand on va enseigner à des étudiants français qui se destinent à l'international. Euh, Vous avez l'intention l'une ou l'autre de revenir un jour travailler en France? Ou c'est pas du tout quelque chose qui est dans vos projets, puisqu'effectivement la question qu'on se pose, c'est si on travaille pour une entreprise qui, elle, n'a pas d'opération en France ou qu'on est dans des rôles qui sont éminemment des rôles locaux, euh, quel est en fait le, euh, ben, le- que- qu'est-ce que doit se poser comme question un juriste à l'étranger qui justement souhaite à terme continuer ou reprendre sa carrière en France? Alors moi, l'idée de retravailler en France pour une structure française, de culture française, je pense que j'aurais beaucoup de mal. J'ai passé plus de temps de ma vie à ce stade ici aux États-Unis qu'en France. Par contre, retourner vivre en France, moi, ça me fait bien rêver. Donc, l'idéal, c'est si on continue à pouvoir travailler d'une manière un peu remote, comme ça,
peut-être travailler pour un groupe international avec peut-être une belle présence française, mais toujours dans un contexte international et pourquoi pas être localisé en France. Ça, je dirais pas non. Mais l'idée de partir vraiment après tant d'années dans une culture franco-française, ça, j'ai un peu plus de mal à l'imaginer. Mais you never know. Pareil pour toi, et le Nord, toi, t'es plus près de la France, donc euh, Oui, mais pareil que toi, c'est-à-dire que you never say never, right? Mais ce serait difficile, je pense. moi, j'avais repris, j'étais revenu après être parti en France, aux États-Unis quelques années. J'étais revenu en France pour 2, 3 ans et j'avais déjà trouvé ça très difficile. Et pourtant, j'étais dans une société, un groupe vraiment international. Mais encore une fois, les groupes internationaux sont localement très français en fait. Les équipes locales, donc même si le groupe lui-même est international, en fait, on a quand même en interne enfin, les habitudes françaises en fait, qui quelque part sont positives dans certains points, sur certains points et d'autres sont plus compliquées quand on a surtout quand on est dans les entreprises où à l'américaine, vous savez, sont très lean en termes de structure et de hiérarchie. Et on rentre en France où souvent il y a peut-être dans certaines entreprises moins de méritocratie, plus d'avancement sur la base du nombre d'années qu'on a dans l'entreprise. Donc c'est vrai que c'est des cultures qui sont parfois pas toujours partagées de la même façon à l'international. Donc c'est difficile de revenir dans ce moule-là. En fait, j'avais une peut-être dernière question pour vous. Euh, on avait Lucie qui était dans le groupe, mais qui a dû probablement partir pour des raisons personnelles, mais qui nous avait rejoint temporairement pour écouter cette conversation. J'avais en fait une question pour vous par rapport à l'expérience que vous avez justement fait au sein des sociétés dans lesquelles vous êtes. Vous avez eu plusieurs rôles à travers votre carrière. Si vous deviez conseiller aujourd'hui un jeune juriste venant de France ou qui est jeune dans l'international, peut-être même dans une entreprise française à l'étranger, mais qui souhaite se rendre davantage marketable à l'international, est-ce que vous pensez à des domaines du droit euh, qui sont peut-être plus à même de valoriser la formation internationale qu'on peut avoir quand on vient d'un autre pays? Est-ce qu'il y a des domaines du droit où c'est plus naturel que d'autres, ou des pratiques du droit qui sont plus naturelles que d'autres du fait de votre expérience? Alors, bon, moi, je suis en plein dedans. Donc, je pense que c'est ça qui m'a attirée aussi vers cette pratique il y a une dizaine d'années. Donc, le privacy, cybersecurity, c'est une pratique globale au jour d'aujourd'hui. Toutes les lois se mixent et donc, en fait, on arrive avec un framework réglementaire totalement global. La culture de privacy, c'est global. Les professionnels viennent de partout dans le monde. C'est pour ça que moi, j'adore ça, que ça me convient bien. Mon équipe a des nationalités et des backgrounds complètement différents. Bon, après, je suis un peu biased parce que c'est mon domaine, mais je dirais que privacy, je pense à d'autres domaines, mais je dirais qu'aujourd'hui, et l'évolution de privacy avec l'IA qui arrive, encore une fois, les réglementations IA elles vont être très globales. Quelque part, il va falloir comprendre comment tous ces frameworks légaux intersectent les uns avec les autres. Donc, je dirais, voilà, ce domaine de privacy, cyber, il y a énormément d'opportunités à venir pour des juristes de formation internationale, dans mon opinion. Alors, je suis d'accord avec toi, je rajouterais arbitrage et aussi corporate, certains aspects de corporate, parce que c'est tout ce qui est cross-borders. Donc, d'avoir des juristes qui ont des formations de pays différents, c'est toujours reconnu. Mais sinon, tu as raison, enfin, IA Ouais, et, euh, tout ce qui est et compliance. privacy et En fait, tout. c'est intéressant. Moi, je sais quand on a fini nos études, nous, il n'y avait rien. Ces programmes-là n'existaient pas. Il n'y avait pas de programme sur données personnelles. Il n'y avait pas de programme sur, bon, l'IA, n'en parlons pas. Mais ce qui se rapprochait le plus de ça, c'était éventuellement propriété intellectuelle. Mais il n'y avait vraiment pas de formation là-dedans. Aujourd'hui, il y a pléthore de formations dans tous les sens. On ne sait plus, on ne sait que choisir, et c'est vrai que du coup, la formation des juristes elle-même est adaptée à l'évolution du droit. Nous, on s'est beaucoup formé sur le tas. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit, moi en tout cas d'expérience sur New York,
quand on embauche dans une entreprise un juriste en tant que tel pour être juriste au nom de la société, on va dans le même temps embaucher 10 personnes qui sont en compliance et qui sont juristes de formation, pour beaucoup, mais qui ne sont pas des juristes qui peuvent parler au nom de la société et donner des conseils au nom de la société, mais qui sont soit des compliance managers, des privacy managers, etc., qui sont juristes de formation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le domaine de la compliance, d'une façon générale, est très porteur, vu son aspect naturellement global pour des juristes formés à l'international. Mm. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai. Vous avez des closing arguments avant de clore Moi, euh, je veux juste dire merci. Puis s'il y a des gens qui ont écouté cette intervention, qui ont des questions, enfin, surtout dans le domaine de privacy cyber, c'est vraiment avec plaisir. Je me souviens moi-même essayer de contacter des personnes qui avaient des profils comme moi il y a 25 ans et c'était pas facile de trouver. Donc, et puis j'encourage les autres juristes internationaux de s'entraider, de tenir la main parce que c'est vrai que pour certains, c'est un grand rêve. Et donc, oui, ne pas hésiter à nous contacter. Et merci à toi, Stéphane. merci à toi. Oui, merci beaucoup Stéphane. Merci Alice. En tout cas, c'était un plaisir de faire ta connaissance, Alice. Pareil. Et voilà, moi je suis aussi sur LinkedIn, donc si vous avez des questions, avec grand plaisir. Voilà, alors je vais juste arrêter l'enregistrement, 2 minutes.